Chers camarades, chers amis, 5 minutes, ça va être beaucoup trop court, je vous le dis tout de suite, pour que je vous dise tout ce que j'ai envie de vous dire en cet instant. J'ai beaucoup pensé à vous ces dernières semaines, beaucoup pensé au Parti socialiste, beaucoup pensé à nos valeurs, à nos racines, à nos combats. Comme ça vient de m'arriver, les vents contraires sont tellement forts que le doute pourrait parfois vous saisir sur le bien fondé de votre action. C'est important de revenir aux fondamentaux, à des choses simples, comme les raisons pour lesquelles on s'est engagé en politique. Revenir, pour ce qui me concerne, à mes révoltes d'enfance et de jeunesse, qui sont, je le sais, les vôtres. Révolte contre la fatalité, contre les injustices, contre les inégalités, contre l'implacable indifférence d'un système fait pour que quelques-uns s'en sortent au prix de l'échec du plus grand nombre. Repenser, comme je l'ai beaucoup fait ces derniers temps, à la peine que j'ai ressentie il y a quelques mois lorsque je suis retournée sur mes pas, voir ce qu'étaient devenus la plupart de mes camarades du collège César-Franck d'Amiens-Nord d'il y a 20 ans, et que je les ai trouvés plongés pour la plupart dans une misère qui ne les a jamais quittés, comme si leur échec scolaire d'alors avait définitivement scellé leur destin. Ont-ils tous démérité, ceux-là que je revois à l'âge de 11 ans, avec leur cartable plus lourd qu'eux, avec leurs yeux pleins de rêves? Est-ce vraiment parce qu'ils ont refusé de travailler, de faire des efforts, de se discipliner ou de respecter l'autorité qu'ils n'ont pas eu une autre vie? Parfois, j'aimerais moi aussi croire à ces belles histoires faciles qu'on nous raconte, où il y aurait les gentils enfants qui comprennent très vite comment et pourquoi travailler, avec la réussite garantie au bout du chemin, et puis les autres, ceux dont la paresse serait inscrite dans les gènes et qui ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils échouent. Et au milieu de tout cela, une main invisible de la vie, comme il existe une main invisible du marché, qui ordonnerait très bien tout cela toute seule. Les auteurs de ces jolies histoires doivent indéniablement avoir beaucoup moins de mal que moi, que nous, à trouver le sommeil. Parce que nous savons que la vie est plus compliquée que cela. Parce que nous savons bien que cette permanence de la misère, de l'échec, d'abord à l'école, puis sur le marché du travail, a peut-être un tout petit peu à voir avec le quartier paumé dans lequel ces gamins ont poussé, avec les horizons professionnels bouchés de leurs parents, qui avaient beaucoup de mal à leur parler des grandes écoles dont ils ignoraient jusqu'à l'existence, avec l'appartement trop petit pour qu'on puisse y faire ses devoirs au calme, même quand on en rêve, avec aussi le triste spectacle du grand frère, qui, bien que diplômé, se voyait refuser stage sur stage, pulvérisant au passage l'idée que le mérite puisse payer. Mais voilà un sujet qui intéresse soudain beaucoup moins ceux qui n'ont que le mot de mérite à la bouche. Ce que je dis là, mes chers camarades, vous le savez bien, vous. Et vous le savez notamment parce qu'il y a beaucoup d'enseignants parmi vous. Et que leur quotidien, votre quotidien, ce sont moins les tribunes à l'emporte-pièce, la caricature grotesque, que le travail précieux, méticuleux, quotidien, pour cultiver chez ces élèves, malgré tous les signaux que leur envoie une société consumériste et injuste, cultiver chez ces élèves le goût d'apprendre et l'envie de réussir. Le quotidien de ces enseignants, c'est bien moins les déclarations incantatoires que le travail d'orfèvre pour réussir à trouver, le 7 janvier dernier, les mots pour faire face aux visages terrifiés, provocateurs ou sceptiques que leur présentaient les enfants à l'égard des valeurs de la République. Mes chers camarades, dans la tornade de ces derniers jours, où tous les coups, tous les arguments, les vérités, les contre-vérités, les rumeurs, peu importe, se mélangeaient allègrement, on a essayé, y compris, de m'opposer aux enseignants. Je veux vous dire ici, car je sais combien ça vous tient à cœur, que pour ma part, je n'ai jamais rien confondu. Jamais confondu le problème. Si le collège actuel va mal et s'il faut le changer, c'est du fait des cadres trop rigides que le ministère lui a imposés, année après année, et sûrement pas des enseignants, et sûrement pas de ceux qui s'échinent à exercer cette mission que beaucoup de ceux qui sont prompts à la juger n'arriveraient pas à exercer. Jamais confondu non plus la solution. C'est avec les enseignants que nous remporterons cette bataille de la démocratisation de la réussite. Et c'est d'ailleurs
leur imagination et leurs innovations qui ont inspiré cette réforme. Et c'est pour leur donner plus de marge de manœuvre qu'elle a été pensée. Et c'est avec eux que nous la mettrons en œuvre, pas à pas, sereinement. Jamais confondu, enfin, les oppositions et les hostilités. C'est au conservatisme de ceux qui ne veulent rien changer que je m'en prends, parfois avec véhémence. Et ceux-là sont rarement à l'intérieur de l'école. Mes chers camarades, c'est parce que nous croyons dans les enseignants que nous avons rétabli leur formation initiale ou que nous créons 60 000 postes dans l'éducation. Parce que toute ambition éducative est vaine sans enseignants et sans enseignants dans lesquels on a confiance. Parce qu'après 10 années de destruction inconsidérée par la droite, nous voulions redonner à l'école les moyens de ses missions. Alors oui, depuis 2012, nous avons redonné la priorité à l'école maternelle, à l'école primaire, avec la 5e matinée de classe, avec la préscolarisation des enfants avant 3 ans. Alors oui, nous avons enfin modernisé, renforcé l'éducation prioritaire. Alors oui, nous avons engagé la refonte des programmes et nous changeons l'organisation du collège. Le collège, j'y reviens puisque c'est d'actualité. Oui, nous avons décidé d'en finir avec un système à double vitesse qui incarne pour tant de familles en France aujourd'hui une forme de condamnation à la résignation qui produit 140 000 décrocheurs par an. Nous avons fait, nous, le choix de démocratiser l'excellence, de permettre à tous les élèves de mieux maîtriser les fondamentaux, les langues, le numérique, de récompenser l'effort et le mérite de chaque élève par des chances égales de réussite, par des cartes réellement rebattues, de moderniser, au fond, tout à la fois le collège unique et la promesse républicaine d'égalité à laquelle la droite avait renoncé. Alors on me dit, mais mon Dieu, en offrant les mêmes atouts à tous les élèves, n'allez-vous pas mettre fin à l'excellence? Mais qu'est-ce que l'excellence? Si c'est le développement d'une élite de très haut niveau pour notre pays, nul doute qu'on en aura une de bien meilleure qualité si on élargit et qu'on diversifie la base dans laquelle on la sélectionne. Si c'est la qualité de cette élite qui nous importe, alors rien ne devrait révulser davantage ceux qui en parlent que de constater encore aujourd'hui, en 2015, un écart de 20 points face à l'obtention du brevet entre un enfant d'ouvrier et un enfant de cadre. Mais ce que m'auront fait découvrir les débats et les polémiques de ces dernières semaines, c'est que, pour certains, au fond, la démocratisation de la réussite scolaire n'est pas un idéal. Qu'au contraire, ce serait la rareté qui ferait le prix de cette réussite scolaire. Quelle erreur! Quelle erreur! Le savoir n'est pas un produit fini, borné. Ça n'est pas un gâteau qu'on se partage en tranches au risque d'être lésé si on accroît le nombre de bénéficiaires. Non, c'est parce que, bien au contraire, mon voisin en saura plus que mes propres perspectives en seront augmentées. C'est parce que demain, 50% d'une classe d'âge sera diplômée de l'enseignement supérieur que je pourrai moi-même espérer vivre mieux dans un pays prospère où les entreprises se créeront par grappes, où l'innovation appellera l'innovation et où la recherche viendra booster cette innovation. Comment pourrait-on atteindre ces objectifs demain dans une économie de la connaissance si on coupe les ailes de ces futurs potentiels créateurs d'entreprises ou chercheurs dès l'âge de 11 ans parce qu'on ne se sera pas suffisamment accroché à combattre leur décrochage, parce qu'on ne les aura pas suffisamment préparés au monde qui les attend, parce qu'on aura fait le choix, comme le propose la droite, de trier très tôt ceux qu'on destine à des études longues et les autres, ou encore parce qu'on se sera contenté de faire la charité à une minorité pour se donner bonne conscience. Mes chers camarades, bonne conscience. Je vous fais ici un aveu, je ne la supporte plus, la bonne conscience. Je ne la supporte plus. Quand elle gouverne les politiques publiques, la bonne conscience n'est rien d'autre que le pire des renoncements. Le pire des renoncements, celui qui consiste à prétendre qu'on agit en réalité en ne faisant rien. Celui qui brouille les esprits
celui qui fait perdre définitivement confiance dans l'action publique, celui qui renvoie à la responsabilité individuelle ce qui devrait relever de la responsabilité collective. La politique de la bonne conscience, c'est celle qui a consisté pour la droite à ne pas trouver pendant des années de quoi payer un 10e mois de bourse à une centaine de milliers d'étudiants qui attendaient pendant 3 mois la bouche ouverte, mais à avoir la conscience tranquille, puisque pendant ce temps-là, on s'enorgueillissait de verser quelques bourses au mérite à quelques milliers d'étudiants. Sous-entendant d'ailleurs que les autres étudiants ne méritaient peut-être pas des conditions dignes d'études. Voilà la réalité. La bonne conscience, c'est celle qui consiste à entrouvrir la porte d'un système injuste à quelques-uns, dûment sélectionnés pour leur bonne mine, pour ne surtout jamais remettre en cause le système, ses injustices structurelles. Comme si quelques arbres célébrés en grande pompe pouvaient masquer la forêt des perdants du système, des laissés pour compte et des pas assez méritants. Chers camarades, ce sera mon mot de la fin. Ne laissez jamais la droite défigurer le mérite comme elle l'a déjà fait avec la laïcité ou avec la solidarité. Promouvoir le mérite, c'est créer les conditions pour que le plus grand nombre d'élèves et d'étudiants puissent faire valoir le leur. Promouvoir le mérite, c'est verser, comme nous le faisons, 450 millions d'euros de bourses aux étudiants, permettant à 130 000 étudiants de plus d'y accéder. C'est créer 40 000 logements universitaires, c'est multiplier les centres de santé dans les facs. Voilà ce qu'est promouvoir le mérite. Promouvoir le mérite, c'est garantir aux meilleurs élèves de tous les lycées de France, les bien placés comme les moins bien placés, d'accéder aux grandes écoles. Promouvoir le mérite, c'est récompenser les enseignants qui font leur classe dans les établissements les plus difficiles. Promouvoir le mérite, enfin, c'est aider les familles à accompagner leurs enfants dignement dans la réussite grâce à la revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire, grâce à la préscolarisation avant 3 ans, grâce à un réel accès à l'information. Chers camarades, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous ne sommes pas le parti de la bonne conscience. Nous sommes le parti de la transformation sociale, le parti de ceux qui refusent la reproduction des inégalités et qui voudraient même, soyons fous, que l'école les corrige, parce que l'école est émancipation, parce que l'école doit permettre à chacun de s'élever au-dessus de sa condition de naissance, par l'accès au savoir, par l'apprentissage du dépassement de soi, qui n'est jamais, contrairement à ce que prétendent certains, inné, mais qui est acquis, qui s'apprend, qui se cultive et qui s'entretient. Parce que l'école est fabrique de la citoyenneté, d'appartenance commune à la République, et que lorsque les inégalités minent la confiance que l'on a dans l'école, alors c'est la République tout entière qui recule. Et c'est pourquoi nous accordons une telle importance à la mixité sociale, à la lutte contre la ghettoisation scolaire et à la laïcité qui vont de pair. C'est pourquoi, mes chers camarades, nous n'avons aucune leçon à recevoir de la droite en matière de République. Aucune leçon à recevoir d'une majorité précédente qui avait nivelé vers le bas le niveau moyen des élèves, abaissé les apprentissages fondamentaux, célébré les vertus morales du curé plutôt que de l'enseignant. C'est pourquoi nous ne céderons rien à cette droite tea party qui excite les tensions identitaires, qui dévoie la laïcité en interdisant les repas de substitution dans les cantines, ni à cette extrême droite qui montre son véritable visage quand elle recense les enfants des écoles selon leur religion à partir de leur prénom. Mes chers camarades, ce sera vraiment mon mot de la fin. Ne nous trompons pas, quelles que soient les formes et la force des conservatismes, soyons fiers, avec François Hollande, avec Jean-Marc Ayrault, avec Manuel Valls, d'avoir fait de l'éducation le premier budget de l'État. Soyons fiers d'avoir commencé à redonner aux enseignants une formation et nous allons continuer. Soyons fiers de bousculer nos fonctionnements pour introduire plus de justice partout face aux outrances de tous ceux qui remettent en cause la légitimité de la gauche à gouverner. Je veux vous le dire, merci sincèrement de votre soutien à nos réformes. Merci. Ce congrès est l'occasion pour moi de vous le dire. Je suis fière d'être socialiste.